Trump pensait détenir tout le pouvoir, mais le Mexique s'apprêtait à allumer une mèche qui allait déstabiliser sa stratégie. Lorsque Trump a fait sa déclaration infâme le 17 mars, annonçant que des droits de douane seraient réintroduits sur toutes les importations mexicaines d'ici le 2 avril, il ne s'agissait pas simplement d'un changement de politique de routine. C'était une déclaration de guerre économique. Les répercussions ont été immédiates et profondes, Bloomberg parlant même de panique dans la chaîne d'approvisionnement a répercuté sur 3 grandes monnaies. Le tarif de 10% affecterait près de 475 milliards de dollars de commerce annuel entre les États-Unis et le Mexique, touchant profondément des secteurs comme l'automobile, l'agriculture et l'électronique, des secteurs qui dépendent de la logistique, juste à accent gravetant, sans faille à la frontière américano-mexicaine. Moins de 48 heures après l'annonce, les marchés ont réagi violemment. Les actions des fabricants automobiles américains ont chuté en moyenne de 4,1%, tandis que le peso mexicain a subi sa plus forte chute en une journée depuis octobre 2023. En coulisses, les gouverneurs des États américains comme l'Arizona, le Texas et la Californie ont été avertis en privé par leurs conseillers économiques des pertes massives d'emplois qui suivraient dans les comtés dépendants des exportations. Pourtant, l'administration Trump est restée inflexible, invoquant la sécurité nationale et le contrôle de la frontière comme justification pour le tarif. Mais la véritable motivation, selon des mémos internes divulgués à Politico, était bien plus politique, visant à améliorer l'image avant les primaires républicaines d'avril. Ce que l'équipe de Trump n'avait pas anticipé, c'était la férocité et la précision de la réponse du Mexique. Le Mexique ne bluffait pas, et le Canada non plus. Plutôt que de riposter par ses propres droits de douane, la présidente élue du Mexique, Claudia Sheinbaum, a fait preuve d'une force différente, fondée sur une retenue calculée. Quelques heures après l'annonce de Trump, Sheinbaum a réuni son équipe économique et publié une réponse publique concise sur une seule page. Plutôt que de lancer une contre-attaque directe, elle a diffusé une liste de 34 entreprises américaines opérant au Mexique, y compris des noms très connus comme Tesla, Deere et compagnie et Cargill. L'implication était claire, ces entreprises, des géants américains, supporteraient le poids des droits de douane, pas les exportateurs mexicains. Reuters l'a qualifié de « mise en garde sans un mot », et cela a fonctionné. Le 19 mars, la pression montait. Des PDG de toute l'économie américaine ont commencé à faire pression sur les législateurs républicains pour bloquer la mise en œuvre des droits de douane, avertissant de hausses de coûts massives. 3 800 $ de plus par véhicule et 2,1 milliards de dollars de pertes trimestrielles dans le secteur agricole. Même le Canada, longtemps connu pour sa prudence diplomatique, a commencé à se mobiliser discrètement. L'ancienne vice-première ministre canadienne, Chrystia Freeland, aurait tenté de négocier un appel trilatéral avec les États-Unis et le Mexique, mais Sheinbaum a choisi de privilégier des discussions directes avec les gouverneurs américains, en particulier ceux du Texas et de l'Illinois. Mais voici la question la plus déroutante, comment le Mexique savait-il exactement où appliquer la pression économique? Comment comprenait-il les vulnérabilités précises du système américain qui pouvaient faire flancher Trump? Le 18 mars, les responsables commerciaux canadiens ont lancé un examen d'urgence de la dépendance de leur secteur automobile vis-à-vis des composants mexicains, après qu'un rapport du Globe and Mail ait révélé que plus de 58% des exportations canadiennes de voitures étaient liées à des pièces fabriquées au Mexique. En 72 heures, le dollar canadien a chuté à 74,12 cents contre le dollar américain, sa valeur la plus basse depuis mai 2022. Alors que les investisseurs institutionnels commençaient à prendre en compte le risque de retard dans les livraisons transfrontalières, les entreprises de logistique canadiennes ont modifié leurs opérations, redirigeant les expéditions par les ports du Pacifique et contournant les points de congestion à la frontière américano-mexicaine. L'impact a été immédiat, les coûts de fret ont augmenté de 17% d'une semaine à l'autre. Pendant ce temps, Sheinbaum et le Mexique ont évité une confrontation directe, mais ont mis en œuvre une stratégie sophistiquée et multiforme qui a frappé profondément les artères économiques des États-Unis. Le monde ne l'a peut-être pas vu, mais dans les coulisses, le Mexique affirmait discrètement son levier sur les intérêts politiques et économiques américains. En fait, le Mexique préparait cette stratégie depuis des années, bien avant les menaces de tarifs de Trump. En 2022, le secrétariat à l'agriculture du Mexique avait signé un accord de sécurité alimentaire de 2,1 milliards de dollars avec des producteurs de blé du Kansas. Les États de l'Iowa et du Nebraska, où Trump avait cultivé de profondes relations politiques, ont vu cette décision contourner les points de chocage maritime traditionnels, offrant aux agriculteurs américains un accès direct au marché mexicain, les protégeant ainsi des conséquences d'une guerre tarifaire. La même année, le Mexique a étendu des incitations fiscales pour les batteries de véhicules électriques, VE, aux fabricants basés aux États-Unis, comme Ford et General Motors,
garantissant que les tarifs de Trump ne nuiraient pas à l'un des secteurs les plus critiques de l'économie américaine. Ces accords en coulisses, associés à une planification à long terme, ont donné au Mexique un point d'appui au sein des industries clés des États-Unis, notamment dans les États indécis. En mars 2024, Sheinbaum avait même des racines plus profondes dans le système politique américain. Des sources proches du Wall Street Journal ont confirmé que l'équipe de Sheinbaum avait déjà cultivé des canaux de communication directs avec les groupes de pression agricoles américains et les législateurs des États clés. Il proposait des contrats de résilience préventive pour atténuer les dommages de toute perturbation fédérale causée par les tarifs de Trump. Ce n'étaient pas simplement des manœuvres bureaucratiques, mais des stratégies calculées visant à protéger les intérêts économiques du Mexique tout en sapant l'influence de Trump. Le 21 mars, une lettre divulguée des producteurs de maïs du Texas et de l'Association des fabricants du Michigan avertissait les législateurs républicains que les tarifs ne dévasteraient pas seulement les marchés agricoles, mais qu'ils déstabilisaient également la sécurité alimentaire et énergétique des États-Unis. Ce n'était pas seulement une question d'économie, c'était une menace directe pour le cœur de la base de Trump. Le Mexique, sans tirer un seul coup diplomatique, avait armé l'interdépendance économique et l'avait utilisée pour créer une pression politique puissante. Les États-Unis étaient devenus vulnérables non seulement en termes de commerce, mais aussi dans leur politique intérieure. Mais que se passerait-il si Trump, percevant une faiblesse dans la retenue du Mexique, décidait d'escalader? Et s'il sous-estimait la maîtrise calculée du Mexique et réimposait les tarifs malgré tout? La réponse du Mexique, selon un projet de mémo obtenu par Reuters, ne viendrait pas du palais présidentiel de Mexico. Elle viendrait des bases, des industries et des régions où les enjeux politiques étaient les plus élevés aux États-Unis. Le mémo décrivait des tarifs punitifs potentiels ciblant le porc, le sorgho et les produits laitiers, des exportations agricoles clés de l'Iowa, du Wisconsin et de la Caroline du Nord. Ce sont précisément les États où la campagne de Trump de 2024 serait la plus vulnérable. Les mesures de rétorsion pourraient entraîner une perte estimée de 1,8 milliard de dollars d'exportations agricoles américaines en seulement 90 jours. Plus significativement, les retombées politiques de ces actions pourraient être dévastatrices. Le levier du Mexique, comme l'a indiqué l'ancien négociateur commercial mexicain Kenneth Smith Ramos au Wall Street Journal, ne réside pas seulement dans ses produits de base, mais dans la manière dont ces produits sont produits et influencent les élections américaines. Le Mexique avait compris quelque chose de crucial, il n'avait pas besoin de répondre par des guerres commerciales brutales. Il pouvait frapper les États-Unis là où cela ferait le plus mal, à domicile, dans les États indécis où l'équilibre électoral était fragile. La stratégie de Sheinbaum représente un changement sismique dans la diplomatie commerciale mondiale. Elle a conçu un modèle qui va au-delà de la confrontation traditionnelle. Plutôt que d'utiliser le commerce pour défier les structures de pouvoir mondiales, le Mexique a mêlé l'interdépendance économique à la pression politique intérieure. En intégrant des mécanismes de contrepoids directement au sein des circonscriptions politiques américaines, le Mexique a redéfini les termes de l'engagement. Son approche est une leçon magistrale de diplomatie subnationale. Comme l'a noté le professeur Danny Rodrigue de la Harvard Kennedy School, Sheinbaum a retourné la conception de l'ALENA et, par extension, des accords commerciaux. Plutôt que de l'utiliser comme un outil de confrontation, elle en a fait un bouclier, un moyen de dissuasion contre l'agression. Il s'agit d'un nouveau type de diplomatie, qui punit l'escalade en infligeant des coups intérieurs répartis plutôt que des confrontations internationales coûteuses. Si cette stratégie fonctionne, elle établit un précédent qui pourrait se répercuter dans le monde entier. De Jakarta à Johannesburg, les économies plus petites pourraient désormais commencer à neutraliser la pression des puissances plus grandes, non pas par une confrontation directe, mais par l'intégration économique, des alliances croisées et la construction de points de pression internes.